Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur BMX Media. Petite interview avant ces championnats du monde de Glasgow avec Sylvain André. Sylvain André qui est le seul Français à avoir fait un podium en Coupe du Monde qu'on n'avait pas encore interviewé cette saison. On a eu la chance d'avoir Joris Daudet, Romain Mailleux, Arthur Pilar via des interviews qu'on a diffusées notamment sur Instagram. Mais on n'avait pas encore eu Sylvain André. Donc on a pris le temps de se poser un petit peu et de parler un peu de Glasgow, des Jeux Olympiques de Paris, de son début de saison en Coupe du Monde, bref, on a pris le temps de discuter. On vous laisse sur cette interview, elle est disponible également en podcast, vous pouvez la retrouver, le lien est dans la description bien sûr. Et puis d'ici là, on vous donne rendez-vous, passez des bons championnats du monde de Glasgow. Nous, il va y avoir plein de trucs, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur également YouTube, parce que c'est vrai qu'on est disponible sur TikTok maintenant, on s'est lancé sur TikTok. Format très intéressant pour raconter pas mal d'anecdotes sur le BMX. Trêve de bavardage, likez, commentez également et partagez cette vidéo. On vous donne rendez-vous très vite. Ciao. En fait, déjà, ça paraît bête, mais comment ça va en fait ? C'est-à-dire que d'un aspect extérieur, on t'a pas vu sur le circuit de la Coupe de France. Je crois que t'as pas fait de Coupe d'Europe non plus. On t'a vu juste en Coupe du Monde. On en parlait là en off, tu m'as dit, t'es un peu passé sous les radars. Comment ça va ? Ça va bien, ouais, comme tu dis, j'ai pas été très présent en France en Coupe d'Europe, parce que je savais qu'avec la naissance du fiston la semaine dernière, je savais que le mois de juin-juillet, ça allait être compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai privilégié, j'ai fait 3 allers-retours aux États-Unis en début de saison, parce que je savais que c'était encore tranquille et que je pouvais prendre le temps d'aller faire des courses, rouler un peu là-bas, etc. Et puis après, pour avoir assez de temps pour bien se rentraîner avant les Coupes du Monde, et en sachant que entre Papendal et Chemin du Monde, j'allais être sur le qui-vive et tout. Et donc voilà, pas de championnat de France, pas de championnat d'Europe, pour pas louper la naissance du petit, la première était arrivée avant en fait. Donc le France, quoi qu'il arrive, je ne saurais pas aller, vu la tournure des événements. Bon, ça pourrait être même un trop de sujet. Et voilà, Besançon, j'ai fait le choix de pas y aller. J'aurais pu faire un petit trip de 24 heures, mais c'était pas je voulais aller rouler en milieu d'année, aller rouler une première fois là-bas pour arriver en faisant juste un quart d'heure de warm-up. J'ai pas pris le temps de le faire. Et là, je me voyais pas arriver sur un championnat d'Europe avec 45 minutes d'essai sur une piste qui est pas non plus ridicule. Donc voilà, c'était faire un aller-retour pour prendre des risques et pas être en mesure de jouer la gagne, ça servait à rien. Donc voilà, repos, entraînement dans le sud, accouchement, tout ça quoi. Comment s'est déroulée justement la préparation de cette saison ? Là, tu l'as un peu expliqué, mais tu es sorti en plus d'une année 2022, j'imagine hyper éprouvante. Tu gagnes le ranking de la Coupe du Monde, tu fais pour la 4e fois consécutivement champion de France. On se rappelle que tu avais chuté en Colombie. J'imagine que tu as dû sortir de cette saison, ça devait être hyper éprouvant. Comment s'est passée la préparation pour cette année 2023 ? Ouais, comme tu as dit, c'était assez mouvementé parce que finalement, j'ai fini la saison sur un haut mais un bas à la fois, parce que j'ai fini avec le cul en chou-fleur, mais un titre de vainqueur de la Coupe du Monde. Du coup, le break que j'ai fait, c'était le break de physique, parce que j'avais pas le choix. Et après, j'ai quand même fait les courses, j'ai fait Avignon, Saint-Brieuc-les-Grandes au mois de novembre, donc j'ai pu reprendre vraiment littéralement la semaine d'Avignon. Et voilà, et après, pareil, retour au charbon fin décembre, parce que je savais qu'on allait à Oldsmar aussi en famille, et que même si je sais très bien que la saison a été longue et qu'elle commençait tard, quand tu vas à Oldsmar 10-15 jours, tant qu'à faire, c'est mieux d'arriver un peu en forme plutôt que gras de sortie d'hiver. Donc courte off-saison, mais en même temps j'ai plus de 19 ans et j'ai pas besoin de faire des pré-entraînements de pré-saison, machin. Voilà, mon corps il sait, il se rappelle, donc quand ça repart et puis voilà. Et justement, là, on arrive à la fin de la première partie de la saison. Après Glasgow, on pourra dire que la première partie de saison est vraiment terminée. Quel bilan, toi, tu fais un peu de ta première partie de saison ? Tu démarres avec une chute en Turquie. Le dimanche, tu fais 6e. 4e à Papendal avec un départ manqué. Le dimanche, tu fais 2e. Pas très loin de Joris. Il y a vraiment une montée en puissance. Comment tu l'analyses, toi, ce début de saison ?
Bah, moi, je suis content parce que même avant ça, j'avais quand même pas trop mal marché les 3 week-ends que j'ai fait aux États-Unis. Euh, je fais 4 fois deuxième sur les 6 manches que j'ai fait. 6, 7. Et après, ouais, un peu, petit coup sur la tête le premier jour en Turquie où je glisse un peu. Je suis un peu seul à glisser à cet endroit-là, à la con. Tu commences l'année par le huitième de finale. Les huitièmes de finale, j'avais pas beaucoup fait dans ma vie. Tu commences l'année avec ça. Ça casse un peu les couilles, clairement. Voilà, après, j'ai su me remobiliser assez rapidement. Et puis le lendemain, je suis passé pas loin d'être avec les deux cocos devant. Donc voilà, même si je fais sixième, je crois que c'est sixième en Turquie, voilà, je fais sixième, voilà, quand tu sais que t'es bon, c'est mieux qu'un quatrième à Papendal en faisant un nosebleed au bout de 2 mètres. Donc voilà, non, je suis content, franchement, je suis content. Forcément, oui, j'aurais aimé toujours faire mieux, j'aurais aimé faire dans les 3 en Turquie, j'aurais aimé doubler Joris à Papendal, etc. Et voilà, tant que tu gagnes pas toutes les courses, tu peux toujours mieux faire. Donc voilà, il faut savoir aussi se contenter de ça. Et je pense qu'il y en a plein qui tueraient pour faire les résultats que j'ai pu faire en ce début d'année, quoi. Alors, on arrive avant Glasgow, cette montée en puissance, elle est intéressante parce que j'ai le sentiment que l'année dernière, t'arrivais à Nantes en favori, t'avais gagné les France juste avant, t'étais à la fin, c'était en France, t'arrivais en favori. Là, j'ai l'impression que l'étiquette est peut-être un peu différente de par le fait que Joris et Romain ont peut-être plus performé. J'aimerais avoir ton avis, toi, comment tu abordes justement ces championnats du monde de Glasgow, en sachant qu'en plus de ça, Julien Sass nous a dit que c'était la première vraie échéance importante pour les Jeux Olympiques, pour les sélections potentielles de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, je dis pas que j'arrivais en leader parce que au final, oui, j'ai gagné le championnat de France, j'ai gagné la finale du championnat de France. J'ai pas gagné les 200 gates qu'on a mis en stage avant le France, après le France, etc. Euh, mais voilà, même dans cette position-là, j'avais pas l'impression d'être vraiment le favori. Là, oui, c'est sûr que aujourd'hui, quand tu prends les résultats des 2 premières Coupes du Monde, forcément, il y a des mecs qui sont plus favoris. Car, je veux dire, Rome et Joris ont gagné chacun 2 Coupes du Monde. Donc, ils sont forcément plus favoris que moi ou que les autres mecs qui n'ont pas gagné 2 Coupes du Monde, quoi. Après, voilà, après, c'est les championnats du monde. À la fin, c'est souvent les mêmes. De toute façon, de toute façon, les très bons, ils sont souvent là. Et voilà, faudra être là. Et puis, si cette fois j'ai la chance d'être à la finale et d'être en bas, devant, en bas de but, j'essaierai de pas accrocher la première bosse. Mais voilà, avant ça, il y a le round 1, les huitièmes, les quarts, les demi, et puis le 13 août. 14 août. C'est intéressant parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit, c'est d'un aspect extérieur, on a cette impression que tu étais favori, etc. Mais toi, j'ai l'impression qu'en fait, dans ta tête, limite entre les championnats du monde de Nantes et là, Glasgow, tu as plutôt la même approche, en fait, finalement. Oui, parce que c'est pareil, si tu avais posé la question l'année dernière, avant Nantes, il y avait eu quoi? Il y avait eu 4 Coupes du Monde aussi, j'en ai pas gagné 2 ou 3, quoi. Donc, voilà, pour moi, voilà, des favoris. Il n'y a pas vraiment de favoris. Il y a surtout pour moi des mecs qui sont toujours devant. Heureusement, malheureusement. Et voilà, et c'est ces mecs-là qui sont favoris. C'est pas forcément celui qui a gagné telle ou telle course ou qui a fait tel ou tel podium. Voilà, c'est qu'à un moment, les favoris, ceux qui sont souvent devant. Et voilà, et c'est pour ça que je me considère pas comme favori ou en tout cas le seul favori. Je suis un prétendant, quoi. Entre le prétendant et l'outsider. On a vu une stat sur Glasgow, je pense que tu la connais, mais c'est que tu as toujours fait podium à Glasgow. Toutes les courses qu'il y a eu, tu as toujours fait podium à Glasgow. Bah, il y en Championnat a eu Euro. 3. Il y en Ouais, a eu bah 3. oui, il y en a eu que Ouais, 3, mais c'est vrai. tu as toujours fait podium. C'est vrai, j'ai toujours fait podium et dans des situations en plus assez différentes. Mais c'est une stat que je prends. Jamais 304, je crois qu'on dit vachement. C'est vrai, ouais, Glasgow, ben, merci pour le gain de confidence. Qu'est-ce que ça t'évoque justement, Glasgow, plus sérieusement, toi? Moi, Glasgow, en fait, je suis pas forcément fan des changements qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est jusqu'à maintenant, encore plus la toute première année où la piste était vraiment pas arrondie d'elle-même. Mais l'année dernière, la piste était technique encore. En fait, elle est technique où quand tu arrives dans une ligne,
Tu vois, Cabourg, Romain Maillet me disait, j'arrivais en troisième ligne, je prenais une grosse respiration et puis je savais qu'une fois sur deux, j'allais me faire doubler, quoi. Et avec ce qu'ils ont fait, qu'ils ont un peu tout adouci, notamment en 3 et 4e ligne, ben en fait, je trouve ça un peu dommage parce que. Et en bout de première ligne aussi, parce qu'on ne saute plus la grosse triple. Alors qu'avant, c'était arrivé à fond, moi je pouvais pas faire autre chose que ce triple. Du coup, ça va rendre tout plus facile, tout va rouler plus vite et ça va être plus facile, ce qui fait que quand ça va plus vite, forcément, il y a moins de déplacement, puisqu'il y a moins d'écart de vitesse. Et quand c'est plus facile, c'est plus facile pour tout le monde. Le mec qui est plus technique, il n'a pas forcément, au plus fort, il n'a pas forcément un plus gros avantage. Ça veut dire que les mecs vont rouler certains au-dessus de leur botte ou voilà, quitte à fin. Ça ne va plus respecter la piste, quoi. Là où à Glasgow, tu devais minimum respecter la piste et quand tu rentres en dernière ligne, tu te concentres sur toi parce que si toi tout seul, Kennedy, il arrive à se mettre par terre tout seul en dernière ligne, il n'y a pas beaucoup de pistes où c'est le cas. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour le spectacle et pour pour les dépassements, etc. Je dirais, Ty White, il fera peut-être pas des 6-3 à chaque tour, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, c'est un championnat du monde, tu me mettrais sur un parking avec 8 cônes, j'aurais quand même envie de le faire. Et si tu mets 8 cônes sur un parking avec une grille, eh ben, c'est peut-être les mêmes mecs qui sont en finale de toute façon. Donc voilà. Après, on va pas sur un championnat du monde pour kiffer le track et have fun on the world track. Non, on va au championnat du monde pour casser des fesses et voilà, et chercher à monter sur le podium et à avoir des maillots. Donc voilà, après la piste elle est escalée. C'est un peu dommage pour un championnat du monde, mais bon. À la fin, le maillot, c'est le même. Et justement, sur Glasgow, on a une deuxième stat. Alors, elle ne te concerne pas toi, mais je trouve que c'est intéressant. Et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'intérieur de la piste à Glasgow est très important. La stat qu'on a, c'est que tous les vainqueurs à Glasgow sont toujours partis du couloir 1 ou du couloir 2. Jamais personne n'est parti au-delà du couloir numéro 2. Toi, justement, qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur cette première ligne à Glasgow ? Bah ouais, c'est un peu ça, c'est que c'est super ouvert parce que il y a la butte qui est à l'extérieur. Donc forcément, ça s'ouvre et puis ça s'ouvre pour se resserrer un peu. Donc en fait, l'entrée du virage est... Ouais, c'est un peu dégueulasse, c'est pas super fluide. Donc oui, c'est vrai qu'on regarde les courses l'année dernière, oui, forcément, à l'Inter, tu te faufiles. Un peu comme sur toutes les pistes où la butte, de toute façon, est à l'extérieur. C'est souvent le cas. Voilà, après, tu prends l'année dernière, tu as Arboleda qui arrive, qui se met par terre en bout de première ligne, mais il arrive de la 7 et il manque dans le shoté Jérém. Donc, même quand on arrive sur des pistes et on se dit, putain, ça peut pas venir de plus loin que la 4-5. Au final, c'est un championnat du monde. Et autant il y a un mec qui va débarquer de la 6 et il va couper tout le monde en deux. Donc, voilà, c'est une butte à l'extérieur, comme toutes les pistes où il y a la butte à l'extérieur et que forcément, l'Inter qui est souvent bon, ben là, il est encore mieux. Pour parler des jeux aussi, forcément, même si je sais que c'est loin, je me suis posé la question à quel point Paris, ça pouvait avoir un impact, par exemple, quand on aborde un championnat du monde. Alors, c'est ton ressenti à toi, mais tu vois, par exemple, quelle est la différence entre un championnat du monde comme celui de Glasgow, où on sait qu'il y aura une importance vis-à-vis des jeux, et un championnat du monde plus classique? Est-ce que, par exemple, sur un championnat du monde où il n'y a pas les Jeux Olympiques, tu vas prendre tous les risques, t'en as rien à foutre, tu tombes, t'en as rien à foutre? Ou alors est-ce que là, par exemple, à Glasgow, du fait qu'il y a les Jeux et que forcément il y a ce risque de blessure ou non, tu vas peut-être, on va dire, assurer un peu plus? Tu vois ce que je veux dire? Toi, comment tu l'analyses, toi? Après, tu as les deux cas de figure aussi, et je pense que ça arrive à la personnalité de chacun, c'est que si tu es deuxième dans les virages, certains vont dire, ben non, je tente tout pour gagner, parce que si je gagne, c'est très très bon. Certains vont dire, ben non, je préfère rester deux, parce qu'il vaut mieux faire deuxième que huitième. Et donc après, et les deux scénarios, on va dire, pour moi, se valent. Versus un championnat du monde, oui, à Nantes, où tu peux te dire, ouais, je vais faire premier ou dernier, mais à la fin, je pense que le fait que, voilà, que ça joue, que ça, le gros championnat du monde pour la période de qualif, on va dire interne, les deux, voilà, les deux visions peuvent être défendues, je pense. Et donc voilà, et après on verra une fois sur place, mais
au-delà du côté qualif, voilà, moi j'ai gagné une fois. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup plus envie de regagner depuis que j'ai gagné, en fait. Je pense que j'avais pas autant, ça me faisait pas autant bander que je bandais le lendemain de Bakou. J'avais juste envie d'être heureux l'année d'après pour avoir refaire la même chose, en fait. Et donc je pense que voilà, moi je suis toujours quand même plus dans l'optique que si je suis deux et qu'il y a de grandes chances que ça passe, on tente le coup, quoi. Donc voilà, après c'est pareil, tout dépend. Voilà. Il faut se faire toute cette réflexion-là en ça de temps, sinon c'est trop tard, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère que j'aurai le luxe de pouvoir réfléchir à ça. Tu as un peu anticipé la prochaine question, justement, j'allais te parler du collectif de l'équipe de France. Non, mais pour parler vraiment de ce collectif équipe de France, nous, quand on en parle à chaque fois, on dit qu'on a vraiment une chance de fou d'avoir un tel niveau. J'aimerais bien t'entendre sur, pour toi, qu'est-ce qui fait justement que cette équipe de France, il y a vraiment un tel niveau, tu vois. Alors forcément, on pourra en parler pendant des heures, mais toi qui justement est à l'intérieur, qui vit un peu ça, qu'est-ce qui explique pour toi justement ce niveau vraiment qu'on a en France, où on peut faire des podiums 1, 2, 3, c'est pas choquant, quoi. C'est clair. Sauf qu'on n'y arrive pas souvent. En fait, ce qu'il y a, je pense, il y a quand même un premier facteur un peu générationnel. Parce que tu vois, des mecs comme Rome, Jérém, et tu rajoutes Amidou, malheureusement, qui marche plus autant qu'avant, mais voilà, ils sont dans la même année, donc ils ont grandi ensemble. Moi, avec Joris, on a un an d'écart. On a toujours été ensemble, toujours, voilà, on était tirés, plus dans l'occurrence, moi, par Joris, mais les autres, ils se tiraient les uns vers les autres. Et puis après, je pense que c'est un cercle virtueux où, en fait, quand tu vois que les mecs marchent, je pense que c'est plus réalisable. Tu vois, quand je pense à des Arthur, Mathis, qui 2017, 2018 ont commencé à faire des finales, etc. Quand tu vois les mecs avec qui tu parles toute la journée et qu'eux, ils claquent des finales et que finalement, quand tu t'entraînes ou quand tu fais d'autres courses, t'es pas si loin, voire devant, tu te dis que c'est plus facile. Et moi, je pense personne ne fait. Ça peut être un élément. Parce que quand j'étais plus jeune et que, ouais, il n'y avait que vraiment Joris qui était déjà au-dessus de tout le monde, certes, qui était en finale et machin, pour moi, en tout cas, ça me paraissait, la marche me paraissait beaucoup plus grosse. Bon, peut-être que de voir faire la marche paraît plus simple, ou elle paraît en tout cas obligatoire, hein, à cocher pour pouvoir continuer à survivre en équipe de France, quoi. Parce que aujourd'hui, faire des finales, c'est juste survivre en équipe de France, c'est pas vivre, quoi. Donc c'est un peu comme si pour être en équipe de France de foot, il faut minimum gagner son championnat et être en quart de finale de la Champions League chaque année, quoi. Et ça, c'est assez fou. C'est quand même assez fou. Moi, j'ai quand même du mal à m'en remettre. Mais voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis, voilà, il y a des critères qui sont hauts. Donc, ce côté, c'est atteignable. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix pour survivre. Je pense que finalement, c'est pas un mauvais terme. Eh ben, ça pousse tout le monde, quoi. Et c'est bien. En ce moment, on aime vraiment parler des top 5, on aime vraiment se connaître un peu les pronos, etc. Donc, tu connais LM Prono? Ah, attends, ça me dit un truc, LM Prono. LM Prono, c'est Laurent Martinez Prono. Si vous avez besoin de pronostics, vous appelez LM Prono. Garantie 24 heures. Remboursé, ça marche pas. Je dis ça comme ça, si tu as besoin de prono, tu appelles LM Prono. En fait, j'allais te poser une question juste qui était que j'appelle Sylvain André parce que à Besançon, en fait, nous, dans nos vidéos... Lourd à Besançon. Très lourd à Besançon. Là, vas-y, continue. Nous, dans nos vidéos là qu'on fait un peu dans nos previews, etc., on fait toujours nos pronos. Arthur, il a commencé à jouer le jeu, etc. Et j'ai vu que toi, je pense que tu as vu Arthur, etc., tu as joué le jeu. Bon, je pense que tu as un peu triché parce que tu as vu la course et donc tu avais des repères. Tu as vu Romain Racine en demi, etc. C'est ça bien sûr, j'ai mis, je crois, la prédiction après la demi. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on l'avait toujours avant, etc. Mais donc, je voulais te poser la question pour les futures personnes qui vont regarder nos vidéos et vouloir jouer avec nous au prono, comment on fait pour avoir un prono parfait? Parce que toi, tu as donné ton prono, tu as eu un prono parfait. Et encore, ce que je vais vous dire, c'est que honnêtement, en ayant vu la demi de Nick, j'ai pas voulu offenser mes potes Romain Maillet et Jérém, parce que j'avais quand même envie qu'ils gagnent plutôt que Nick gagne. Mais en ayant vu Nick se battre pour faire 4e,
je savais à 90% qu'il allait gagner. Donc, j'aurais pu clairement annoncer un Nick, Romain ou Cabot, Roots. Là, qui aurait été vraiment stratosphérique. LM prono un peu LS. Mais en fait, je suis rarement bon en prono. Notamment quand je vois un gamin de 16 ans, je dis, ouais, lui, il va être trop fort. Et puis, en fait, le mec, 3 ans après, c'est une chèvre. Donc, je dirais que sur ce coup-là, j'ai été un peu chanceux. Ou alors très bon, mais j'ai pas cette constance. Puis après, ben, je fais rarement des pronos parce que je fais souvent des courses. Donc, voilà, c'est le petit luxe de faire les courses et être en finale, t'as pas à faire un pronostic. Mais Roots troisième. Qu'est-ce qui t'a fait dire Roots troisième? Parce que Roots, il gagne pas sa demi, etc. Tu Mais vois, non, parce que Roots, il passe tous les tours, donc il fait dans les 4 à chaque fois. Donc en finale, ça va forcément plus roter. Et donc, s'il fait dans les 4 à chaque fois, là, il va pas faire 4, il va faire 3. Parce que 4, ça tue. Donc en fait, c'est mathématique, quoi. Je veux dire, en plus, il était quoi? Il était à l'inquart de Nick. Du Roots, il était derrière Nick. Donc Nick, il allait sortir de sa vie. Donc Roots, il allait prendre une valise, il allait être tranquille. Et voilà, enfin, c'est l'expérience. J'appelle ça ok, l'expérience. ok. Ah, fort, fort. Deuxième question un peu. On a demandé aux gens l'autre jour leur meilleur pilote du monde actuel, hommes et femmes. J'aimerais toi t'entendre un peu. J'ai vu. Tu mettrais qui toi? De toute façon, après, j'ai envie de dire, chez les hommes, ça c'est facile. Il y a eu 4 Coupes du Monde, 2 vainqueurs différents, 2 x 2. Donc je pense qu'actuellement, Rome et Joris nous ont montré que c'était les meilleurs en ce moment. Tu peux pas trop aller contre ça, je trouve. Parce que Joris il gagne les courses aux US, Rome il gagne la moitié des Coupes du Monde, Joris pareil. Donc chez les hommes, on va dire Joris et Rome. Et chez les femmes, alors chez les femmes, j'aurais quand même envie de placer, faire un placement de produit, de dire ma teammate, Laura Smolder, mais elle est pas, je pense pas, elle monte un peu en puissance, ou elle vieillit un peu, mais je me fais pas de soucis pour elle. Mais elle n'a pas été, je pense, au niveau où elle voulait être pour ses 2 premières Coupes du Monde. Donc, j'irai sur Zoé et Bethany Ken. Parce que Zoé, je la vois un petit peu rouler à Chariot. Bethany, très on et off. Ça, j'aime pas trop. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'elle soit elle gagne, soit elle est un peu dans le paquet et puis elle pinaille. Après, je regarde pas toutes les courses, hein, honnêtement. Puis le nouveau format fait que quand toi, tu vas jusqu'au bout, tu vois personne. Mais ouais, après, quand elle est énervée, elle appuie, elle se met en tortante comme ça, là, et puis après, elles vont super vite, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'elles roulent super bien, elles vont vite, et encore, tu vois, un cran au-dessus d'une Laura, où en plus, Laura, c'est plus coulé, machin. Bethany, c'est un peu vénère. Donc, c'est cool à voir, honnêtement, c'est cool à voir. Et les courses des meufs, c'est franchement cool à voir. Et je n'aurais pas dit ça il y a 5-6 ans, quoi. Le niveau a vraiment, vraiment augmenté aussi. Je suis totalement d'accord. Bah, pour comparer avec l'époque où Eva, Magali, etc. roulaient, il y a un step de Ah différence. ouais, c'est clair, oui. Bah, il y a clairement un autre niveau. Ouais. Et tu vois que des Mariana ou Alice sont encore là, et ça, c'est beau aussi, quoi. Parce que ouais, ça a bien augmenté. Dernière question. J'aimerais connaître ton top 5 all-time des pilotes hommes et femmes. Je vais mettre quand même Bennett. Parce que Bennett, Bennett slash Bouba Harris. Après, le pauvre, voilà, il a pas fait long feu, ouais, malheureusement. Mais Bennett qui a quand même amené un truc en plus qui était bien en avance sur l'équipe et tout, sur tout ce qu'il faisait. Par génération, parce que sinon j'aurais pu mettre Thomas aussi, mais est-ce que je vais arriver à en faire que 5? On va prendre Bennett. Je vais quand même mettre forcément Sam et Maris pour ouais, voilà, quoi. Sam et Maris, quand ça dépote, ça dépote. Il n'y a pas. Sam, il a gagné 46 000 courses une année. Maris, quand il est énervé, il a décidé que voilà, il n'est pas là pour chanter en laiton avec des sandales et des chaussettes. Donc tu mets Sam, Maris, Bennett. Après, c'est dur de mettre un contemporain, pour utiliser cette expression, parce que en fait, Nick Joris, forcément, quand tu feras le récap, quand ils auront arrêté, je veux dire, sans même parler des titres,
des titres ou pas, mais voilà, Nick, il a amené un truc particulier, arriver à se foutre de l'extérieur, avoir une stratégie, une tactique un peu différente de l'autre. Donc forcément, tu es obligé de le mettre, tu es obligé de mettre Joris parce que ça fait depuis 2010 qu'il est sur 4 podiums sur 3 et qu'il en gagne aussi beaucoup au passage. Donc ouais, Nick Joris, Maris Sam, et après tu mets Bennett / Allier / Harris, tu vois, parce que les mecs ont apporté un truc vraiment en plus. Ouais, voilà, on va prendre ça pour en mettre un peu chacun de chaque R, disons. Même si au final, Joris, c'est ça mon même âge, mais malheureusement, il a arrêté plus tôt. Ouais, voilà, on va s'arrêter là, mais je t'ai dit 6, il n'y a aucun ordre, puisque c'est intergénérationnel. Non, il n'y a pas d'ordre. Tu ne peux pas me dire ça. Il n'y a pas d'ordre. Tu dois en mettre un. Non, parce qu'en fait, parce que tout est relatif à un moment T, et que quand Maris était là, qu'il n'y avait pas encore Nick, c'était Maris, alors que tu pourrais dire que c'est Nick maintenant. Donc, sans ordre, Kyle Bennett, Bubba Harris, Strongberg, Willoughby, Kiman Dodé. Et les femmes, parce que je veux aussi ton top 5 chez les femmes. Je pense que pareil, pour la même raison de Sam Maris, tu mets forcément Mariana Alice. Mariana, parce que, parce qu'elle a gagné 3 médailles au jeu en 3 jeux. Alice, parce qu'elle gagne toutes les courses aux US, et puis elles sont vieilles, elles sont encore là. Ça fait 2. Tu mets Laura, parce qu'elle a changé de game. Elle a gagné 36 000 Coupes du Monde. Tu mets Shriver, parce que bon, même avec ce qu'elle a déjà fait maintenant, ça tiendra. Et puis après, et tu pourrais mettre une Shanaz Reed, qui est passée ces grosses années où elle massacrait tout le monde qui était élite pour faire la 5e. Mais je pense qu'elle se fera surpasser par quelqu'un d'autre dans le futur. Ok, là j'imagine que t'as pas d'ordre aussi. Si tu mets Mariana, tu es obligé de mettre Mariana, parce que pour le coup elle a tout gagné, elle a fait une saison entière où elle a gagné le titre aux US, 3 médailles au jeu, 45 heures dans la fin d'année. Ouais, non, Mariana, et puis l'amour du sport, quoi. Mariana, je la connais bien, Vince, c'est le parrain de mon fils. Mariana, sans dénigrer ou quoi, mais quand elle va se coller des Coupes de France sous la pluie à Limoges, entre le statut qu'elle a, le nombre de courses qu'elle a fait, qu'elle a gagné, l'argent qu'elle génère, elle va se foutre sous la pluie à Limoges, quoi. À Limoges, ça marche avec l'autre Coupe de France. Hein. Je veux pas me faire d'ennemis dans le Limousin. Mais voilà, ouais, pour l'amour du sport, quoi. C'est assez beau à voir. Ok. Écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder ou quoi? Mais moi j'ai posé toutes mes questions. Non, pas plus. De toute façon, après, si tu veux parler de Bicross, on peut en parler 4 heures. Donc, on va éviter de parler 4 heures de Bicross. Et voilà, non, je voudrais juste dire que je suis content d'être là. Merci d'avoir accordé cette interview, et merci aux gens qui vont regarder, et que voilà, 31 ans à la fin de l'année, et que je pense que je suis encore là pour une bonne paire d'années. Malheureusement, aux grandes dames de beaucoup de plus jeunes que moi, je pense. Merci infiniment d'avoir suivi cette interview en espérant que vous ayez pu apprendre des choses. On vous donne rendez-vous donc pour les championnats du monde de Glasgow. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. TikTok, Instagram, YouTube, c'est là qu'on est le plus actif. On vous donne rendez-vous très bientôt. On souhaite bien évidemment beaucoup de succès à nos tricolores pour ces championnats du monde de Glasgow. Ramenez-nous des médailles, ramenez-nous des maillots. Bref, faites-nous rêver. D'ici là, on vous donne rendez-vous très vite sur BMX Media. Et j'ai envie de vous dire à très vite. Ciao les amis, bye bye.